On y arrive. Donc bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire qui a lieu dans le cadre d'un cycle de travail réalisé par la Fabrique d'Immobilité et qui a été missionné par la délégation ministérielle à l'accessibilité et Muriel Larouille. Donc pour ce webinaire, nous allons parler donc des deux modèles qui sont nécessaires à la collecte des données d'accessibilité dans le cadre de la législation sur le partage de données. Donc, ce qu'on a fait, c'est que cette fois-ci, c'est pas nous qui allons parler. On va donner la parole à Tuto Taille et à Arnaud Gallet, qui sont les deux personnes qui connaissent le mieux ces formats aujourd'hui en France et qui vont nous expliquer de quoi il retourne pour chacun des deux formats, donc le standard NetEx, la norme NetEx et le standard CNIJ, et aussi qui vont nous expliquer le lien entre ces deux standards. Ce qui est important parce que, donc, comme vous le savez sûrement, pour cette collecte de données d'accessibilité, on a besoin à la fois de données qui sont liées au transport et de données qui sont liées à la description de la voirie. Donc, je crois que tu commences, Arnaud. Je vais te donner la parole et tu veux partager directement ton écran, ce sera peut-être Oui, plus je vais simple. partager mon écran, oui. Ok, super. Donc, il faut que je te demande le partage, donc c'est bon. C'est bon. Alors, partage d'écran. Hop. Voilà. Je suppose que vous voyez mon écran. Mhm. Vous m'entendez bien aussi? Oui. Oui, OK, très bien. Bah, écoutez, bienvenue à ce webinaire de la Fabrique des mobilités. Donc, nous allons parler des deux modèles CNIJ et NetEx, comme cela a été introduit. Donc, moi, je vais vous parler du standard CNIJ accessibilité que vous avez sous les yeux, qui est actuellement dans sa dernière version de février 2024. Voilà, mais tout d'abord un petit préambule parce qu'on emploie des termes comme standard, modèle, norme, format, etc., schéma aussi. Et donc, il est important de définir un petit peu ce qu'est un modèle de données. Alors, un synonyme de modèle peut être schéma de données, parfois même on parle de format. Bon, qu'importe, tout cela indique la façon dont est structuré un lot de données pour une thématique donnée. Donc, c'est en fait une structure qui permet voilà, de placer des informations dans une table, elle-même placée dans des fichiers, de façon à ce que les logiciels puissent trouver et exploiter les données. Donc, on se retrouve avec quelque chose que vous connaissez bien, c'est-à-dire un tableur avec différentes colonnes et différentes lignes dans lesquelles seront stockées les informations. Alors, pour être concret, un exemple, donc vous organisez votre fête d'anniversaire avec un ami. Vous avez la même date d'anniversaire et donc vous voulez créer conjointement une liste d'invités. Donc il y a deux solutions, hein. Vous pouvez faire chacun de votre côté votre liste d'invités, mais à ce moment-là, pour partager l'information, ce sera peut-être un peu délicat. Il faut, pour optimiser l'opération, pour gagner du temps, être sûr que l'un et l'autre classent ces informations de la même façon, dans le même ordre, c'est-à-dire, par exemple, prénom, nom et adresse mail et numéro de téléphone pour l'un, ou pour l'autre, nom, prénom, mail, tout simplement. Voilà. Donc, il faut s'entendre sur l'ordre des colonnes. Donc, on choisit, par exemple, ici, nom en colonne 1, prénom en colonne 2, etc. Vous avez ainsi tout simplement créé une structure de données qui sera partageable avec votre ami pour constituer, pour consolider la liste complète des invités à votre fête d'anniversaire. Oh, j'ai loupé. Voilà. Bon, voilà. Donc, sur cet exemple très très basique, on a situé l'enjeu d'un modèle de données dans la thématique qui nous intéresse, pour atteindre l'objectif de voir émerger des calculateurs d'itinéraire pour les personnes en situation de handicap, pour leur cheminement voirie et transport, etc. Il est donc essentiel que tout le monde adopte la même structure, hein. Structure, modèle de données, autrement dit, un langage commun avec une grammaire commune sur lesquels chacun s'accorde. Ça va finalement être le rôle des modèles
en particulier le modèle du standard niche d'accessibilité et le modèle défini par le profil Accessibilité France de la norme NETEX. Donc moi, je vais vous parler du standard niche. Voilà. Euh, et donc avant de vous en parler, on utilise trois concepts de base dans les structures de données que vous connaissez probablement. Il s'agit des entités ou des classes d'objets, hein, qui va dire si on travaille sur un tronçon de cheminement, sur une traversée piétonne, par exemple, ou autre chose. Ces entités possèdent des attributs qui renseignent les caractéristiques des objets. Et puis, entre ces entités, avec leurs attributs, on trouve des relations. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur là, mais par exemple, entre entre l'entité 3 et l'entité 2, ben, j'ai la relation Y. Alors, par exemple, concrètement, dans le cadre de l'accessibilité, la relation entrave, voilà, est une relation entre l'entité obstacle, qui possède ses propres caractéristiques, et l'entité cheminement. Donc, tout va se résumer finalement à ces éléments de base, les classes d'objets, les attributs d'objets, les relations entre les objets, et on peut aussi considérer les valeurs des attributs, j'y reviendrai. Alors, donc, pour vous parler du standard niche, ses fondements sont finalement la collecte de la donnée relative au cheminement accessible sur la voirie et dans l'espace public, principalement, de façon à atteindre deux objectifs principaux. D'abord, le fait de pouvoir orienter les personnes en situation de handicap, donc en alimentant en information les calculateurs d'itinéraire. Et le deuxième enjeu ou objectif est vraiment d'aider à la prise de décision, notamment les collectivités, leur permettre d'améliorer la prise en compte de l'accessibilité dans l'aménagement de leur espace public. Il s'agit alors d'élaborer le plan d'accessibilité voirie espace public, le fameux PAV. Donc, vous voyez que l'on poursuit deux objectifs euh, assez distincts finalement, hein, un objectif purement informatique de calcul d'itinéraire, et puis un objectif de gestion et d'aménagement du territoire pour faciliter le cheminement des personnes en situation de handicap. Alors, il s'agit, parler du standard NIL, hein, mais ce sera vrai aussi pour le profil France Accessibilité de NETEX. Il s'agit d'un standard à portée réglementaire parce qu'il est visé par l'arrêté du 28 mai, qui vise justement ces deux modèles de données comme ceux devant être utilisés pour collecter et diffuser l'information. Dans le cadre dans le cadre du standard CNIL, on couvre trois domaines, hein, le cheminement en voirie, dans l'espace public, et l'accès, voire un peu de cheminement dans les établissements recevant du public. Par contre, le standard CNIL ne couvre pas du tout le domaine des transports, qui sera réservé, lui, à la norme NETEX. L'une des caractéristiques du standard est qu'il va porter sur des informations qui sont factuelles, mesurables, euh, vraiment mesurables. C'est-à-dire qu'on ne va pas réduire l'information à quel équipement est conforme ou non conforme, d'une part parce que la réglementation évolue au cours du temps, mais plutôt en mesurant, en identifiant ces caractéristiques à partir desquelles on pourra justement déterminer si l'équipement est conforme ou pas. Donc ça, c'est un élément important. Et puis l'autre élément, c'est que on va tenter de collecter toutes les informations utiles pour, d'une part, permettre l'itinéraire d'une personne en situation de handicap, en lui évitant les problèmes de sécurité, hein. Et on va essayer de collecter également tout ce qui facilite ou au contraire tout ce qui entrave la chaîne de déplacement, donc suivant la LOM, hein, la loi d'orientation des mobilités, dans une zone de rabattement de 200 mètres autour des points d'arrêt des transports. En fait, on peut aller au-delà. Les 200 mètres, c'est vraiment le minimum réglementaire. Donc voilà pour les principes fondamentaux du standard CNIJ. Donc il s'agit d'une démarche guidée par le pragmatisme, comme vous allez le voir. Il s'agit de limiter des coûts de collecte qui peuvent s'avérer très importants.
on considère qu'ils sont importants, donc on va essayer de ne pas en rajouter, hein. Euh, c'est une approche normative qui s'est effectuée euh, à partir de 2018, qui a pris vraiment son essor à partir de 2020 et qui s'est réalisée en cohérence avec le profil NETEX accessibilité. Hein, comment dire, la norme NETEX préexistait au standard CNIJ, donc qui s'est accordé sur les principes fondamentaux de NETEX, avec l'ambition de permettre les objectifs cités précédemment, et puis de permettre également le développement de nouveaux services inclusifs pour l'usager, des services qui existent aujourd'hui et qui sont même à imaginer demain. Alors, de mon point de vue, c'est un standard de collecte d'informations pour le cheminement et d'échange de données, hein, d'échange de données, non pas d'un territoire à l'autre, même si c'est possible, mais principalement d'un système d'information à un autre. Alors, il s'agit de données donc, qui sont en général du ressort et détenues par les collectivités territoriales, hein, même si la communauté des utilisateurs peut y participer, via par exemple OpenStreetMap ou autres outils collaboratifs. C'est un standard qui va définir la structure des données et le catalogue d'objets, c'est-à-dire précisément toutes les classes, tous les attributs, toutes les valeurs d'attributs possibles ou pas, et toutes les relations entre les classes d'attributs. Euh, on a dans le standard CNIJ 3 niveaux d'attributs. Alors, le terme va être employé aussi par ma collègue tuto, hein, pour le texte, même si le concept de niveau ne relève pas de la même chose pour les deux modèles. Vous le verrez pour les textes, la notion de niveau correspond à une notion plus ou moins précise de l'information. Pour le standard CNIF, c'est plutôt des niveaux de contrainte. C'est-à-dire, la collecte CNIF, de toute façon, elle est précise. Comme je vous l'ai dit, elle est factuelle, elle est mesurable, hein, et on mesure un maximum de choses pour déterminer le cheminement et bien le caractériser. Et donc, on a 3 niveaux d'attributs, ceux qui sont obligatoires avec un remplissage obligatoire des valeurs, ceux qui sont obligatoires mais dont le remplissage est facultatif, justement pour, euh, pour étaler le coût dans le temps, par exemple. On peut avoir un socle qui est obligatoire et puis ensuite euh, projeter dans l'avenir la collecte facultative. Et puis on a des attributs qui sont optionnels, ils ne font pas partie du standard. Enfin, si, ils font partie du standard, mais ils sont simplement là à titre indicatif euh, pour permettre aux collectivités d'adopter toute la même structure, hein, et ça leur permet aussi, par rapport à cette notion de socle, d'ajouter elles-mêmes leurs propres attributs. Voilà. Si vous, en tant que collectivité, euh, vous constatez lors de la collecte qu'il vous manque la possibilité de collecter telle information qui vous semble utile et qui n'est pas dans le standard, alors d'abord, vous pouvez rajouter votre propre attribut, hein, pour ajouter cette information. Et évidemment, vous pouvez faire part au groupe de travail CNIJ de ce besoin supplémentaire de façon à ce qu'il soit intégré ultérieurement dans le standard. C'est donc un standard qui est évolutif, hein, et qui s'adapte au fil du temps, hein. Je crois qu'on en est à la deuxième ou troisième version du standard depuis 2020, donc et qui s'adapte en continu aux évolutions des besoins de la communauté de ses utilisateurs. Pour poursuivre un peu sur les fondamentaux et aller un peu plus dans le standard, j'aime bien ce schéma qui a été dessiné au tout début par l'un des membres de l'équipe. Qui donne vraiment les principes de base pour un calcul d'itinéraire. Voilà, je suis une personne en situation de handicap, par exemple, qui souhaite me rendre à la gare de Nantes pour ensuite effectuer un trajet jusqu'à Toulouse, hein. Le principe du standard, enfin, le principe de la collecte conforme au standard CNIJ est de collecter toutes les informations de cheminement, d'itinéraire, de mon point de départ à mon point d'arrivée, avec connaissance de tous les obstacles qui vont se situer sur mon parcours, et contrairement, et également tous les équipements d'accès qui vont faciliter mon parcours, un escalator, un ascenseur,
un escalier, etc. Une traversée piétonne. Voilà, tout sera donc référencé dans ce cheminement et caractérisé. Alors, pour aller un peu plus précisément, on doit donc constituer ce qu'on appelle un graphe de cheminement, constitué de tronçons, de nœuds, qui sont les intersections de ces tronçons et qui permettent différentes directions. On a également des surfaces, et puis les obstacles peuvent être caractérisés ainsi. Vous voyez, ils ne constituent pas des nœuds, des tronçons. Ils sont à proximité, voire sur le tronçon de cheminement, mais ne vont pas couper sa géométrie. Enfin, ça, c'est un détail technique. Tout cela pour vous dire que l'on constitue un graphe, hein, principalement constitué de tronçons et de nœuds de cheminement qui vont permettre de proche en proche de calculer l'itinéraire, par exemple, entre ce point-là et ce point-là. Et puis d'objets qui vont venir se surajouter à ce graphe de cheminement. Donc vous avez la liste là. On a, je crois, une vingtaine de 22 ou 23 classes d'objets qui sont listées ici, qui vont permettre de caractériser tout le cheminement accessible dans le domaine voirie et espace public. Donc les tronçons, les nœuds cheminants, les obstacles, les circulations, les équipements d'accès, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, les traversées piétonnes, les rampes d'accès. Je vais vous détailler ça tout de suite. Donc ça, c'est la notion de graphe. Maintenant, concrètement, à quoi ressemble ce graphe? Alors, euh, les géométriciens utilisent en général un graphe constitué d'axes de voirie. Bon, très bien. Donc, on a facilement dans la baie topo, dans toutes les bases de données, OpenStreetMap, etc., facilement un graphe de voirie, parce que l'usage a été de reporter toutes les informations sur l'axe de la voie. Bon, très bien. Cela dit, pour un cheminement, vous imaginez bien qu'on va plutôt s'intéresser au trottoir pour circuler. Et donc, là, vous avez sous vos yeux le graphe de voirie constitué, je crois, dans une commune près de Lorient. Et vous voyez distinctement qu'on ne s'intéresse pas à l'axe de la voirie, mais on s'intéresse évidemment au parcours sur les, vraiment les trajets de cheminement constitués des trottoirs et des traversées piétonnes. Ce graphe de circulation sur les trottoirs, on va s'éviter de le collecter sur le terrain parce que ce serait coûteux. Donc, on va entamer une étape de préparation au bureau de constitution de ce graphe de circulation. Alors, à l'aide des informations géographiques, hein, en général détenues ou créées ou produites ou productibles par le service géomatique de la collectivité. Sinon, ça appelle un prestataire. Voilà pour le graphe de circulation. Maintenant, sur ce graphe, vous vous doutez bien qu'il y a de nombreuses informations à collecter. Donc cette photo, enfin ce cliché vous permet, voilà, en situation d'identifier les tronçons de circulation et toutes les caractéristiques que l'on va essayer de collecter sur le terrain. On ne peut pas forcément collecter donc depuis le bureau, hein. Certaines c'est possible, mais pas toutes. Donc, je citerai par exemple la largeur de passage utile, hein, notamment pour le cheminement des usagers en fauteuil roulant. Euh, les obstacles, hein, la position des obstacles. Donc là, on a une poubelle, je crois. Derrière, on a un panneau de signalisation. On s'intéresse donc à la position des obstacles, à leur hauteur, à leur largeur, etc. Et s'agissant du cheminement proprement dit, on va s'intéresser à la longueur du tronçon, bien sûr, et puis sa pente dans dans le sens de cheminement et son dévers, donc dans le sens perpendiculaire au cheminement. Voilà quelques caractéristiques, hein, mais il y en a bien d'autres, hein, vous allez le voir tout à l'heure, avec l'ensemble des attributs portés par l'entité cheminement, tronçon de cheminement. Pour vous décrire le document en tant que tel, hein, donc le standard CNIL accessibilité, qui permet donc, comme son sous-titre l'indique, la collecte des données sur l'accessibilité du cheminement pour les personnes en situation de handicap.
Alors, on a un document qui suit le modèle CNIJ. Hein, donc, je vous ai pas dit ce que c'était le CNIJ, hein, c'est le Conseil national de l'information géolocalisée. On a donc des pages préliminaires, la présentation globale du standard pour le situer par rapport aux autres standards et pour enseigner un certain nombre de rubriques. Euh, on a quelques pages sans aller très loin, mais simplement on cherche à situer et à citer le contexte réglementaire. Donc ici, en l'occurrence, c'est la loi d'orientation des mobilités. On a ensuite le cœur du standard, hein, constitué de modèles conceptuels graphiques qui décrit graphiquement la structure de données mise en place, que je vais vous montrer. Et puis le catalogue d'objets qui va décrire finement donc toutes les classes d'objets, tous les attributs avec leur valeur ou liste de valeurs, et puis les relations entre les classes. On aura ensuite quelques recommandations générales de collecte, mais surtout des règles d'organisation et de codification, hein, pour bien coder les informations alors, sous l'angle informatique, là, pour le coup. Quelques préconisations sur la qualité des données. C'est-à-dire qu'on va citer des objectifs de qualité, hein, et des seuils de qualité recommandés. Par exemple, on va dire, ben, je prends un critère qui me vient à l'esprit, l'exhaustivité, par exemple, on va dire, on va collecter l'ensemble des tronçons de cheminement d'une commune. Alors, ce ne sera pas forcément 100%, mais on va se donner un seuil, par exemple, de 98% des tronçons de cheminement. Et on estimera que le lot donné sera conforme à partir du moment où ces 98% des tronçons seront bien atteints. Ensuite, on a des consignes de saisie des métadonnées. Donc, les métadonnées sont les données sur les données qui vont caractériser l'ensemble du lot donné, à savoir quand a-t-il été produit, par qui, suivant quel processus, quand a-t-il été actualisé, quelle est la thématique couverte, quels sont les mots-clés permettant de trouver ce lot de données, etc., etc. Je vais maintenant focaliser, je pense, sur le catalogue d'objets et sur le modèle conceptuel de données graphiques. Donc, le catalogue d'objets se présente de cette façon-là. Donc, on a pour chaque entité, là j'ai pris les obstacles, on a voilà, une définition rapide, on a aussi la relation avec la norme LaTeX. On décrit la primitive graphique, est-ce que c'est un ponctuel, est-ce que c'est un linéaire, est-ce que c'est un surfacique, et ensuite on s'attaque à la description de chaque attribut avec son nom, sa définition, les valeurs qu'il peut prendre, le type d'attribut, est-ce que c'est une date, est-ce que c'est un entier, est-ce que c'est un réel, est-ce que c'est un hyperlien, par exemple, et puis d'éventuelles contraintes sur l'attribut. C'est là que l'on peut caractériser justement le niveau de l'attribut. Est-ce qu'il est obligatoire avec des valeurs obligatoires ou facultatives? Par exemple, dans certains cas, vous voyez, on a valeur vide autorisée, donc cet attribut-là est de niveau 2 avec un remplissage facultatif. Ça, c'est pour les attributs. Ensuite, ben, certains attributs font appel à des listes de valeurs énumérées. Je vais prendre, par exemple, le type d'obstacle. Voilà, type d'obstacle. Donc, vous avez, quelques pages plus loin, dans le standard, vous avez tous les types d'obstacles possibles. De même, vous avez bon, quelques illustrations, quelques explications hein, lorsque nécessaire. Là pour les obstacles, par exemple, on a représenté toutes les mesures nécessaires pour bien caractériser l'objet. Donc la longueur de l'obstacle, sa hauteur au sol, la hauteur sous l'obstacle, etc. Voilà, donc le standard, c'est principalement un catalogue d'objets hein, qui se présente comme ça, avec donc pour les 22 entités concernées, la définition, les attributs, les valeurs d'attributs. Donc c'est un document technique un peu fastidieux, hein, évidemment, mais on l'a voulu le plus clair, le plus précis possible pour que le lecteur puisse vraiment s'y retrouver. Ça reste un document complexe d'entrée, hein, mais je pense qu'on s'y familiarise assez facilement. Du moins, on a tenté de le faire. Voilà, sous forme graphique, je ne vais pas vous détailler tout le modèle, hein, parce que ce serait long et c'est pas l'objet de ce webinaire. Mais notamment ce schéma vous situe
façon assez synthétique l'interaction des différentes entités les unes avec les autres. Donc, le graphe de cheminement dont je vous parlais tout à l'heure se situe ici, hein, où vous retrouvez les tronçons de cheminement et les nœuds de cheminement. Un nœud, donc, étant le début ou la fin d'un tronçon, de tel tronçon. Un ensemble de tronçons de cheminement, hein, peut constituer un cheminement. Par exemple, de la porte d'Auteuil à la Cité des Congrès. Voilà, ce qui me passe à l'esprit. Hein, voilà. On peut donc rassembler tous les tronçons de cheminement, hein, caractérisant un cheminement précis. Alors, c'est une entité qui n'est pas très utilisée, puisque finalement, le calcul de l'itinéraire va déterminer lui-même ses propres cheminements. Donc, on va surtout se baser sur ces deux classes d'objets. Après, eh bien, on a évidemment les obstacles. Alors, vous voyez que les obstacles ne sont pas des nœuds du graphe de cheminement, mais simplement des objets qui sont à faible distance, on va dire, hein, d'un tronçon de cheminement. Donc, on va dire qu'un tronçon de cheminement comporte des obstacles avec ses propres attributs. Donc, on retrouve les mêmes attributs que ceux présentés tout de suite. En dehors des tronçons de cheminement, pardon, en dehors des obstacles, en général, un tronçon de cheminement ou un ensemble de tronçons de cheminement constitue euh, une circulation, ce qu'on a nommé une circulation, c'est-à-dire toutes les caractéristiques permettant d'assurer la circulation des personnes en situation de handicap sur le tronçon de cheminement. Donc, on va retrouver là le type de sol, la largeur utile, l'état du revêtement, l'éclairage, etc., etc. Donc ça, si vous voulez, c'est le cas courant. Et notre cheminement peut également faire appel à ce qu'on appelle des équipements d'accès. Ils sont de deux types, linéaires ou ponctuels. Donc, vous voyez que les tronçons de cheminement vont correspondre à des équipements linéaires, tandis que les nœuds de cheminement vont correspondre, eux, à des équipements ponctuels. Donc, dans les équipements d'accès, hein, on trouve les traversées piétonnes, les rampes d'accès, les escaliers, les escalators, les tapis roulants, les quais, d'arrêt de transport en commun. Et cette classe est intéressante parce que finalement, c'est elle qui va faire le lien avec le domaine transport. Donc, elle n'est pas du tout détaillée dans notre modèle, mais elle est existante, elle est présente, pardon, et elle va permettre l'articulation entre le domaine voirie et espace public et le domaine transport qui sera couvert par METEX. De même, on a des équipements ponctuels et l'entrée, considérée comme un équipement ponctuel, est un équipement ponctuel particulier qui va permettre d'identifier les entrées vers les établissements recevant du public. Voilà. Le cheminement des ERP fait l'objet d'une structure particulière que je vais vous présenter tout de suite. Les nœuds permettent également l'accès au stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Donc voilà l'architecture générale. Euh, Chaque entité a ses propres attributs. Vous doutez bien que nos équipements d'accès possèdent eux-mêmes leurs attributs. Pour des raisons de visibilité, on ne les a pas mis sur cette page-là, mais sur la page suivante. Et là, vous voyez tous les attributs qui caractérisent toutes nos entités qui correspondent à des équipements d'accès, qu'ils soient linéaires ou ponctuels. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais prendre la traversée piétonne, par exemple. Elle sera Alors, tous les objets sont caractérisés par un identifiant technique. Hein. Ensuite, pour la traversée piétonne, on a l'état du revêtement, on a le type de marquage au sol, son état. Alors, il y a beaucoup de classes qui précisent l'état de l'équipement, de façon à savoir si l'équipement est en bon état ou, euh, ou présente un danger éventuel pour la circulation. On a l'éclairage, la présence d'un feu piéton, l'aide sonore pour les personnes en situation de handicap. Et à ce moment-là, on caractérise le type d'aide sonore. On caractérise également la traversée par la présence ou pas d'un repère linéaire, par la présence d'un îlot au milieu de la traversée piétonne, par le fait que la chaussée soit bombée ou pas, et par la caractérisation des différentes voies traversées par la traversée, justement. Par exemple, on peut traverser d'abord une piste cyclable, puis ensuite
une voie de transport en commun, puis ensuite une voie de circulation normale, etc. Donc voilà, un certain nombre d'attributs pour la traversée et également pour l'ensemble des équipements d'accès. Donc je vous parlais du sous-modèle cheminement pour les établissements recevant du public. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Je voudrais juste signaler que c'est le modèle conceptuel qui a été utilisé par l'outil Accès Libre, hein, dont le développement présente un grand succès, hein. Donc ça, c'est très intéressant. Donc le lien entre le cheminement sur les trottoirs, enfin, dans la voirie espace public et l'établissement recevant du public, c'est ce qu'on appelle l'entrée, hein, qui va servir de ce pivot qui va permettre d'accéder aux équipements recevant du public. Sur ce sous-modèle, ce que l'on peut dire, c'est qu'on ne va pas décrire le cheminement à l'intérieur de l'établissement recevant du public. Ce que l'on va décrire, c'est le cheminement possible jusqu'à l'entrée, caractérisé par soit l'entrée du bâtiment, soit le portail, soit la position du service d'accueil au sein de l'établissement recevant du public, hein. Et après le service d'accueil, là, le modèle NIGE, si vous voulez, s'arrête et laisse la place à d'autres modèles pour ensuite décrire éventuellement le cheminement à l'intérieur de l'établissement, à l'intérieur du cadre bâti. Donc voilà les principes généraux du modèle conceptuel de données. Je terminerai sur l'accompagnement du standard CNIL. Donc c'est un standard qui a été élaboré au sein du groupe de travail CNIL Accessibilité, donc avec le processus du CNIL, Conseil national de l'information et de l'autorisé. Mais c'est un chantier donné d'accessibilité qui est plus large, hein, que le standard CNIL lui-même, on va le voir avec Netex, et qui est piloté bien sûr par Muriel Larouille de la délégation ministérielle à l'accessibilité, avec, depuis quelques mois, l'assistance de la fabrication des mobilités, pardon, la fabrique des mobilités. Et la DGITEM, évidemment. Et la DGTM, évidemment. Merci, Muriel. Donc, pour le GTCNIJ, donc depuis presque 5 ans, avec donc 21 réunions, environ 4 réunions par an, hein, et il y a eu différents sous-groupes dans le temps, un sous-groupe sur les attributs, sur la voirie, etc. Mais aujourd'hui, le sous-groupe vraiment intéressant, c'est le sous-groupe ERDA, qui traite de l'exploitation et l'exécution des données d'accessibilité, donc ERDA, animé par Marion Torteroto. Alors que ce soit le groupe ou le sous-groupe, hein, ce sont des espaces ouverts à tous qui permettent, enfin, dont l'objectif aujourd'hui est d'assurer la maintenance évolutive du standard, hein, de le faire évoluer, de le rendre plus lisible, plus simple, et surtout plus en accord avec les besoins de la communauté d'utilisateurs. Il s'appuie depuis un an ou deux sur un GitHub, sur un espace GitHub qui offre un espace de documentation et de discussion via ce qu'on appelle les issues, donc tous les tickets que l'on peut créer et qui permettent de dialoguer justement sur le thème de comment faire évoluer le standard. Et pour cela, on a une communauté plurielle au sens où on a à la fois comment dire, tout l'encadrement du projet, mais également les collectivités, également des associations représentatives des personnes en situation de handicap, également les prestataires, hein, permettant la collecte sur le terrain, ou qui développent des outils pour. Donc voilà, toutes ces personnes sont rassemblées au sein du GTCNIJ Accessibilité de son sous-groupe ERDA. Donc cette communauté est à la fois plurielle et motivée parce que voilà, on est porté par l'enthousiasme de la DMA et puis par le sujet tout simplement et vraiment on en veut tous et ça va vite. Le standard est accompagné ce qu'on appelle un guidebook, qui est en fait une documentation en ligne plus axée sur la méthodologie de collecte, qui donne quelques bonnes pratiques pour collecter sur le terrain, hein, parce que donner des spécifications, des recommandations sous forme documentaire, c'est bien, mais bon, il faut compléter ça de quelques bonnes pratiques. Là, j'ai pris un exemple, hein, voilà, sur la repérabilité visuelle des poteaux à l'entrée des traversées. Donc voilà, ce fameux guide méthodologique de collecte du standard CNIJ accessibilité
est accessible en ligne, hein, vous avez les liens là dans le support de présentation, et il est abondé par les utilisateurs et par les prestataires de services, hein, pour bien décrire finalement comment bien collecter l'information sur le terrain. Le standard CNIJ lui-même donc est porté par le GT CNIJ Accessibilité. Vous avez toute la documentation et toutes les ressources sur le site du CNIJ. Et puis vous avez bien sûr les fils de discussion. J'ai parlé des issues sur le GitHub. Et vous avez également sur GeoRéseau un forum plutôt dédié aux géomaticiens, un fil de discussion qui est dédié. Honnêtement, il n'est pas très actif, hein. Donc aujourd'hui, les débats se situent principalement autour des issues enfin, au sein des issues du GitHub. Enfin, je mentionne quand même l'existence de ce type de discussion sur le réseau. Vous avez le lien dans le support de présentation. Voilà. Et je vais vous laisser la main. Enfin, je vais arrêter le partage. Et je ne sais pas, Julie, comment on s'organise. Je pense que les Je questions vais, je sont vais, à la je, fin. je vais reprendre un peu la main et je vais faire le passage à tuto. Donc, parce que j'ai pas pensé à vous partager tout à l'heure. Il y a quand même une question qui est vraiment pour le Ah, ouais. GTCNIJ, qui est les associations participant à la communauté de l'évolution du standard. Peut-être que tu peux répondre, Arnaud, et en parlant aussi du GT ERDA. Oui, c'est Alors, j'ai vrai. pas bien compris la question, Muriel, si tu Et quelles sont peux. les associations de personnes handicapées qui participent au GTCNIJ et qui participent au GT ERDA? Peut-être que tu pourras transmettre les informations. Oui, oui, parce que je ne les ai pas en tête, hein, je peux le dire de façon très générique. Il y a les associations de personnes malvoyantes, aveugles ou malvoyantes, les associations de personnes en fauteuil, celles qui présentent des déficiences mentales, et puis évidemment les malentendants. Voilà. Donc je pense que toi, Muriel, tu connais mieux ces Oui, mais associations sous leurs sigles. Mais je vous voilà. propose pour la CCAS de Besançon de vous passer des informations, mais ce sont les représentants nationaux avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui se sont particulièrement impliqués aussi dans le GTRDA qui cherche à travailler sur la réutilisation de ces données dans les calculateurs d'itinéraire. Mais repassez-moi un petit mail et puis je vous adresserai ça. Oui, tout à fait. Je ne me suis pas appesanti sur le sous-groupe ERDA, mais il est essentiel parce qu'il cherche à définir comment on peut bien exploiter les données, donc collectées et conformes au standard CNIJ, suivant les profils de handicap. Et donc, il y a un gros travail pour définir quelles sont les informations vraiment pertinentes pour les malentendants, pour les malvoyants, les personnes en fauteuil, et voilà. Et donc, ce groupe définit des critères permettant à la fois de bien exploiter les informations présentes dans le standard CNIJ et aussi, sous l'effet de la volonté des associations, de faire évoluer le standard pour mieux prendre en compte leurs besoins en termes d'information. Ah, attends, je reprends la main. Hop, c'est bon. Donc, merci beaucoup Arnaud. Tout ce qu'a expliqué Arnaud, bien sûr, on va vous les mettre à disposition. C'est un gros travail qui est fait. Je sais que c'est pas ça. Donc, avec Muriel, on avait travaillé, alors je vous le représente pour vous resituer de quoi on parle. Hop. Donc, en gros, ah, ouais, c'est bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, on parle principalement de ce qui se passe ici. Donc, sur la partie normalisation, donc on a parlé là du standard CNIJ avec Arnaud, on va parler avec de la norme de texte avec Tuto, mais en réalité, c'est dans un écosystème un peu plus complexe que ça. Donc, Arnaud a évoqué notamment la partie législation tout à l'heure, hein, qui est liée. Donc, il y a une partie qui vient de la qui est lié à des articles de la loi LOM. Il y a eu des décrets d'application et surtout, il y a eu un arrêté commun qui date du 28 mai 2024, donc de cette année, et qui euh, clarifie un petit peu le fait que c'est bien donc le standard CNIJ et la norme des textes qu'il faut utiliser dans la collecte des données d'accessibilité. Donc toute cette partie-là et se répond l'une à l'autre.
Et alors, pour remettre un petit peu dans le contexte pour les personnes qui connaissent pas trop ce qui est en train de se passer, aujourd'hui, donc pour pouvoir faire cette collecte, donc il y a eu des réponses, des questions de notamment Apitux. Il y a une suite de logiciels qui a été commandée par la DMA et qui permet de faire à la fois de la collecte en voirie et de créer des graphes et qui est basée en grande partie sur une technologie liée à OpenStreetMap. Et bien sûr, tout ça répond aussi et est compatible avec un autre morceau de la coalition de la donnée d'accessibilité qui est accès libre, mais qui est lié justement sur les ERP, pas sur les transports. Mais non, les deux sont compatibles. Et tout ça permet normalement à la fin, et ça c'est ce que Tuto va vous expliquer, d'être partagé au niveau du PAN, donc pour les personnes qui viennent plutôt du monde de la voirie, qui est donc Transport DataGouv, donc qui est le point d'accès national où on verse toutes les données liées au transport en France. Et donc de pouvoir être redistribuées dans des calculateurs d'itinéraires à la fin régionaux. C'est la législation oblige aujourd'hui à avoir ces informations au moins au niveau des calculateurs d'itinéraires régionaux. Bien sûr, ça peut servir par ailleurs à d'autres travaux réalisés dans les collectivités, notamment sur l'épave. Donc, je donne la parole à Tuto, qui va vous expliquer un peu toute cette partie qui est plus liée au transport, donc qui expliquera en détail ce que elle fait au sein donc du GT7 en quoi quel est le lien entre donc ce qui est fait par le GT-CNIJ et ce qui est fait du côté transport. Tuto, je te donne la parole. Oui, merci beaucoup Julie et merci Arnaud pour ta présentation. Ce qui est bien, c'est que j'en apprends tous les jours, donc j'adore. Euh, J'espère que vous voyez bien mon écran. C'est parfait. Donc effectivement, je vais vous parler un tout petit peu plus de Netex. Et avant ça, voilà, donc vous avez une courte présentation de qui je suis. Et je suis effectivement bien l'animatrice du GT7 qui dépend de l'AFNOR sur tout ce qui est normalisation de l'information voyageur pour le transport public, ainsi que les données d'exploitation des services de mobilité. Et je suis également experte au sein du CEN, qui est le Comité européen de normalisation. Vous avez mes coordonnées pour me joindre. Voilà. Avant de commencer, quelques définitions, parce que effectivement, ça avait été mentionné dans le chat, donc je me permets de les remettre là. Ce sont des définitions qui sont issues des documents SEN et AFNOR. Donc voilà, qui sont donc des définitions très très officielles sur cette partie-là. Donc, l'AFNOR et le CEN considèrent que norme, c'est tout document établi par consensus, évidemment, mais qui est approuvé par un organisme de normalisation reconnu. Donc, ça peut être l'AFNOR au niveau national, le CEN au niveau européen, ISO au niveau international, qui fournit pour des usages communs et répétés des règles, des lignes directrices, des caractéristiques. Pour des activités, leurs résultats et qui garantit un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Nous, dans notre contexte ici très présent, par exemple, ça va être Transmodel que je vais vous présenter plus tard, ou Netex, tout simplement. Profil de norme, donc effectivement, c'est un sous-ensemble qui est défini à partir d'une norme qui est généralement plus étendue, qui permet d'appréhender de manière très précise et sous un prisme particulier un besoin de représentation. Donc, dans notre cas, le profil Accessibilité France pour la norme NETEX. Le standard, quant à lui, est en fait quasiment la même chose qu'une norme, si ce n'est qu'il est développé et préconisé par un groupe qui n'est pas une instance de normalisation nationale ou internationale. Donc, dans notre cas, nous, c'est effectivement le standard CNIJ accessibilité ou, par exemple, pour les gens du transport, le GTFS. Toujours sur une partie définition. Donc, le modèle de données, effectivement, Arnaud vous l'a déjà présenté. Je vous ai remis la définition officielle qu'on utilise côté AFNOR, mais qui est en fait très proche de ce que vous a présenté Arnaud. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, j'ai repris l'analogie pour aller sur les points suivants. Donc, d'un dictionnaire finalement et d'une grammaire. Donc vraiment une définition des concepts, de leurs attributs, des différents types de relations qu'il peut y avoir. Et la définition des relations va être plutôt une grammaire. Donc toujours côté transport, l'exemple de transmodèle. Euh, on a issu de ce modèle de données un format
d'échange standardisé, qui est en fait une définition un tout petit peu plus concrète du modèle de données sur les concepts qui sont retenus du dictionnaire, on va dire ça comme ça, ainsi que les obligations de représentation. Donc, ce qu'on explique, nous, côté normalisation, en termes de cardinalité. Donc, quels sont vraiment les attributs obligatoires, optionnels, voire optionnellement obligatoires dans certains cas spécifiques, et la manière d'échanger les formats. Donc, c'est là où on va avoir une préconisation de, par exemple, format de fichier, protocole d'échange, etc. Donc, si je reprends l'analogie du dictionnaire et de la grammaire, ça va être, par exemple, de définir quelles sont les règles pour écrire un sonnet. Voilà, je suis partie sur la poésie ce matin. Et un jeu de données, c'est vraiment l'ensemble d'informations qui utilise la standardisation du format d'échange pour décrire une réalité spécifique. Donc, par exemple, si je reprends le sonnet, ça va être un des sonnets de Shakespeare, Shall I compare thee to a summer's day, ou si on revient sur notre partie accessibilité, le fichier Paris.NET XML que vous pouvez trouver sur le point d'accès national au transport, donc transport.data.gouv.fr. Côté définition, parce que je sais que ça a été mentionné dans le chat, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là? Ou est-ce que ça clarifie un peu ce dont on parlait au début? Je vois pas de réaction, pas de main levée. Sinon, utilisez Il le y a chat. une question sur la Ah question oui, du profil. Ça veut dire quoi? Enfin, je pense que beaucoup de gens qui viennent pas du pardon. tout du transport connaissent pas forcément le fonctionnement de Netext général et pourquoi il y a des profils. Donc, si tu veux faire juste un petit topo là-dessus, ça peut être Voilà, donc c'est ce que je disais Mm. effectivement. Donc, NETEX est vraiment une norme qui couvre l'intégralité du monde du transport public. Donc, il va y avoir des éléments qui ne touchent pas à la partie accessibilité. Donc, par exemple, la description de l'offre tarifaire, la description des rotations de maintenance des véhicules, des plans d'offres de transport, les affectations, par exemple, des chauffeurs de bus pour définir l'offre de transport. Toute cette partie-là est représentée dans la norme NETEX, mais on comprend bien que pour la description de l'accessibilité des transports, c'est moins intéressant, on va dire ça comme ça, ou en tout cas, c'est moins pertinent. Ce qui nous fait dire effectivement que on a extrait de cette norme NETEX un profil qui est vraiment dédié à l'accessibilité, donc qui va identifier dans NETEX les concepts qui relèvent de l'accessibilité, qui sont très proches d'ailleurs des concepts présentés par Arnaud précédemment. Donc, ça va être les cheminements, ça va être la description des arrêts de transport, ça va être les gares, par exemple, les véhicules eux-mêmes, sans s'attacher à toute la partie description, on va dire, par exemple, topologique de l'offre tarifaire, donc par exemple les zones de 1 à 5 en région parisienne. Est-ce que ça permet de clarifier un peu pourquoi on utilise profil accessibilité par rapport à la norme NETEX? Oui, je vois que Julia hoche la tête. C'est que c'est plus clair. D'ailleurs, il y a alors moi, de ce que j'ai compris, peut-être tu me contrediras, mais je sais que la partie, la partie profil accessibilité, donc, qui est censée, qui est développée en cours en ce moment, c'est développé par plutôt un groupe français au sein de l'Europe, et donc qui est en train d'un peu de donner le là sur ce qu'est Alors, l'accessibilité à l'échelle. Ouais, à je peu vais près. revenir dessus Mm. juste après. Ouais. Ok, bah voilà. Je vais avancer tranquillement Vas-y. sur mes slides. Euh, je vous parlais de Transmodel et du transport public, à savoir que Transmodel pose une définition, donc Transmodel, notre modèle de référence pour le transport public à l'échelle européenne, a posé une définition du transport public et je vous l'ai remise là sous forme de schéma parce que ce qui est absolument intéressant pour nous, côté transport et instance de normalisation, c'est qu'on considère tout le transport public et pas que le mode conventionnel, donc c'est-à-dire métro, bus, tram, etc., mais qu'on considère aussi tout ce qui va être véhicule partagé, location de véhicules, véhicules mis en commun. Et on utilise bien le terme de véhicule ici, c'est-à-dire qu'on ne fait pas on ne suppose pas le type de véhicule que je vous ai remis en bas. Donc, on a vraiment des normes au niveau européen qui vont essayer d'être les plus larges possibles pour recouper toutes les réalités finalement du transport public. Donc, on va s'attacher à définir des concepts, des notions qui peuvent tout à fait aller
un bus, mais aussi un ferry, mais qui peut aussi aller à un car, à un vélo, ce qui peut expliquer que généralement, quand on ouvre une norme au niveau européen, on se retrouve plutôt avec 800 pages que 10, parce qu'il y a vraiment cet esprit. Il y a une question Il y a une de question, monsieur. j'ai vu, oui, Oui. sur l'accessibilité des véhicules, oui, Mm. tout à fait. Il y a effectivement cette partie-là. Pour le moment, dans les éléments obligatoires, il y a peu d'éléments qui sont demandés Voilà, mais par dans contre, ils l'arrêté du existent, 28 mai. tout à fait. Et ils sont, donc en fait, ce qui est parfait, c'est que ça correspond bien à cette partie-là. Donc Netex, encore une fois, comme je disais, tout comme Transmodal a été pensé pour l'ensemble du transport public. Donc on va décrire la partie opératoire, la partie cheminement en gare, par exemple, l'accessibilité des arrêts, mais on s'attache également à décrire ce qu'il y a dans les véhicules. Donc oui, l'accessibilité sur les véhicules, tout comme on peut décrire avec Netex les points de charge des véhicules. Voilà, donc on va vraiment dans une description assez fine de tout ce qui est dans l'écosystème du transport public. Sur la gouvernance de Transmodel, Netex et Siri, puisqu'on dépend du CEN, donc du Comité européen de normalisation, toute décision de changement se fait au sein du CEN par l'ensemble des États membres de l'Union européenne et affiliés, donc la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni. Et les votes se passent de telle manière que donc, quand le vote est ouvert au niveau CEN, toutes les personnes qui sont officiellement inscrites à une instance de normalisation nationale, donc par exemple l'AFNOR pour ce qui nous concerne, reçoivent une notification en disant, voilà, le CEN vous soumet un nouveau vote de changement. Êtes-vous d'accord? Oui, non. Sachant que le CEN côté transport a un groupe de travail qui est vraiment dédié au transport public et c'est là où est défini Transmodel, Siri et Netex. Comme je le disais, au niveau français, nous, les votes se font au niveau de l'AFNOR et notamment du BENTRA, qui est le bureau de normalisation dédié au transport routier, des infrastructures et des aménagements. Et tous les experts côté transport public se retrouvent au niveau de la CN03, qui est vraiment le groupe miroir du comité côté Seine, qui est du TC 278 à WG pour groupe de travail 3. Donc voilà, donc c'est même le même numéro qui a été gardé. Tous pour rejoindre la CN03, c'est ouvert à tous. Donc en fait, vraiment, tout le monde peut voter pour peu qu'ils s'inscrivent auprès de l'AFNOR. Et dans mon petit groupe de travail qui porte le numéro 7, c'est là où nous travaillons sur les profils français des normes NETEX et Siri. Donc, je vous ai remis l'ensemble du périmètre que fait le GT7 juste en dessous. Alors, petit groupe, on commence à être quand même bien nombreux. Ce qui est très marquant dans le GT7, c'est qu'on a véritablement l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème. Parce que Transport, l'information oui, voyageur, c'est aussi bien les AOM qui vont être amenés à faire des cahiers des charges pour obtenir une information voyageur par des prestataires, mais aussi des cahiers des charges vis-à-vis des transporteurs qui vont fournir la matière brute pour fournir l'information voyageur. Donc, on a aussi bien des transporteurs, des réutilisateurs, des spécialistes de calculateurs d'itinéraires et des collectivités territoriales. Et je salue aujourd'hui un certain nombre de personnes présentes aujourd'hui qui font partie du GT7 et qui font vivre ce bien commun, parce que c'est véritablement un bien commun. Ce sont des gens qui s'investissent pour l'ensemble de la communauté. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher soit de Tuto, soit de moi-même, et on vous fournira les informations. Le dernier GT7 a eu lieu hier matin, le prochain aura lieu fin janvier, et si vous nous faites signe rapidement, vous pourrez même profiter au mois de mars d'un GT7 qui se fera et en présentiel et en visio. Et en présentiel, il y aura une jolie visite, ce qui permet aussi de tisser des liens entre des acteurs qui ne se voient plus maintenant qu'en visio. exactement. Et effectivement, oui, petit groupe. Bon, officiellement, sur la liste, on est 65. Ça reste petit. On est encore en dessous de la centaine. Merci beaucoup, Muriel, pour la précision. Donc, je vous parlais de Transmodel, qui est effectivement notre modèle de données de référence. Et c'est dedans où on retrouve vraiment toutes les définitions de tous les concepts qui sont utilisés pour décrire le transport public. Un modèle UML donc, qui va ressembler énormément à ce que Arnaud vous a présenté pour le standard CNIJ, donc avec vraiment des classes d'objets, des relations entre elles et aussi un
un dictionnaire, vraiment, avec toutes ces définitions. Je vous ai mis les liens là, je vous les passerai dans le chat juste après. On a décidé de les mettre en ligne sur la dernière version de Transmodel, donc vous pouvez accéder d'une page web sur l'ensemble des concepts qu'on utilise dans le transport public. Vous pourrez voir leur relation, leur connexion, et vous aurez aussi accès au dictionnaire de données, alors qui est malheureusement en anglais, puisqu'en fait, comme on travaille au niveau scène, on est obligé de passer tous les éléments en anglais, sachant que Transmodel étant une norme, Transmodel est traduit en français par le scène. Voilà. Euh, mais pas par nous, parce qu'après, c'est un peu compliqué. Netex et Siri, donc ils sont des formats vraiment dédiés à l'échange d'informations basés sur Transmodel, sachant que Netex, Siri et par exemple Opera correspondent à des temporalités très précises sur la manière dont on voit l'offre de transport public. Donc Netex, c'est tout ce qui va être planifié, prévu. Siri, ça va être tout ce qui est temps réel, donc imprévu, et Oprah, qui est le tout dernier standard, enfin la spécification technique norme en cours de définition auprès du SEN, c'est sur toute la partie après, donc les données historiques, observées, etc. Et vous voyez bien on va dire pardon, les ordonnées que Netex, Siri et Oprah couvrent bien plus que l'information voyageur. Donc, c'est ce que je vous disais sur la partie profil. On voit bien que sur la partie accessibilité, ce qui nous intéresse réellement, ça va être on va dire la description ici, hop, des actifs. Donc, vraiment, les entrées en gare, les cheminements. Et la partie description plus fine de l'accessibilité des arrêts des véhicules pour le calcul d'itinéraire, alors que vous voyez bien que les offres tarifaires, le réseau, les horaires, tout ça, bon voilà, c'est moins pertinent pour la description de l'accessibilité, sachant que Siri permet de faire des mises à jour en temps réel des opérations et du temps réel pour l'information voyageur. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est-à-dire qu'on est en train de plancher, par exemple, à la remontée en temps réel, et ça a été présenté au GT7 hier, de l'état de fonctionnement des élévatiques. Donc les ascenseurs, est-ce qu'ils fonctionnent? Oui, non, à un moment ça va être dans Siri, alors que Netex va vous décrire, par exemple, pour l'ascenseur, la largeur de la porte, la profondeur de la cabine, si on peut se retourner ou pas, si on est un usager en fauteuil roulant, etc. Donc, c'est vraiment des informations qui se répondent, Netex et Siri, avec, encore une fois, Netex, une description de tout ce qui est planifié, et Siri, une description du temps réel. Et Oprah, effectivement, est en cours de définition. Donc, je ne reviendrai pas dessus puisqu'il ne nous intéresse pas. Donc, pour répondre un peu à la question que tu avais, Julie, sur la partie des documents officiels de la norme à l'échelle européenne, donc on a 3 parties que je vous ai mis à gauche qui vont s'intéresser à une description fine de l'offre de transport sur plusieurs gros blocs tels que je vous ai présenté tout à l'heure sur l'axe des ordonnées. Donc, la partie topologie du réseau, la partie horaire et la partie offre tarifaire. La partie qui nous intéresse sur l'accessibilité est vraiment sur la partie topologique. Donc, l'organisation du réseau de transport, les lieux et les points d'arrêt, la description des courses, des missions, etc. En plus de ces 3 documents normatifs qui reprennent l'ensemble des concepts inclus dans les textes et les relations, on a 3 parties qui sont en fait des profils. La première est vraiment dédiée à l'information voyageur, donc les horaires de bus, la liste des arrêts, qui est le plus proche, on va dire, de GTFS, donc qui est vraiment, encore une fois, donc un profil, donc un sous-ensemble de la norme. Et on a au niveau européen un profil qui est dédié à l'accessibilité, où encore une fois, on allait chercher tous les concepts qui existent dans les textes et qui sont pertinents pour la description de l'accessibilité. C'est dans cette partie-là qu'on va retrouver les attributs qui permettent de décrire l'accessibilité des véhicules. Et c'est sur la partie 6 où là, ça devient très intéressant, c'est que la France ayant entamé son travail sur la description de l'accessibilité de l'offre des transports en utilisant des textes bien en amont
de ce qui a été fait au niveau européen et de ce qui a été demandé par la suite dans le règlement délégué européen sur l'information voyageur de l'offre multimodale, c'est là où on a été fer de lance. C'est-à-dire tout ce qu'on a proposé côté français, quasiment tout a été repris au niveau européen et sur certaines questions qu'on a posées côté France, ça a même été étendu. euh, pour la partie européenne. Donc aujourd'hui, on est quand même assez fiers de dire que les travaux qui ont été faits au sein du GT7 en France sont venus vraiment infuser ce qui a été fait au niveau européen. Donc on va retrouver très facilement des éléments qui ont été demandés. Et après, vous trouverez plus de détails sur la partie européenne, puisqu'il y a aussi des éléments spécifiques, par exemple à l'Allemagne, à l'Autriche et aux Pays-Bas, qu'on a pris en compte puisqu'ils ont des équipements supplémentaires pour certaines personnes en situation de handicap. Alors, juste pour vous préciser, lorsque c'est la même règle quand on fait des comptes rendus, celui qui prend le crayon prend le pouvoir. Donc, lorsque la France prend le crayon pour proposer un profil ou des ajustements sur Netex, on prend en partie le pouvoir puisqu'on va être ceux qui vont proposer, et c'est à partir de notre base que les discussions vont se faire. Donc on a tout intérêt à être plutôt en avance de phase, d'où l'intérêt de la dynamique du groupe GT7 là, sur l'information voyageur et l'exploitation des réseaux de transport en commun. Tout à fait. Hop, alors aujourd'hui, le profil français de la norme NETEX a plusieurs éléments, donc que je vous ai remis là, mais comme j'en ai déjà pas mal parlé, je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai mis les liens, mais j'ai vu, merci Julie, que tu avais mis le lien vers la documentation qui est sur le site transport, enfin norme.transport.data.gouv.fr. J'ai aussi mis un lien GitHub parce que tout à fait comme le standard CNIJ, on travaille sur GitHub en France sur nos profils. Donc c'est là où on va retrouver toutes les questions, mais aussi toutes les demandes de changement. Donc vous pourrez l'explorer à votre guise si ça vous intéresse. Euh, sur les niveaux de description de l'information, l'esprit qui a été repris pour la norme NETEX, c'est de se mettre en correspondance avec les niveaux de service qui sont détaillés dans ce règlement délégué dont je vous parlais à l'échelle européenne, avec vraiment un niveau très simple qui est de dire niveau 1, c'est les éléments de base et et plus on grandit, on va dire, en cardinalité des niveaux, c'est-à-dire que plus on descend dans la finesse de la description de ce que l'on fait. Donc, c'est vraiment comme si demain, vous vouliez acheter un nouveau bien. Le niveau 1, ça va être de dire oui, alors en fait, c'est un T4. Et le niveau 3, ça va être oui, alors sur le mur de la cuisine, c'est le Pantone bleu turquoise qui a été utilisé. Voilà, c'est vraiment ça comme analogie qu'il faut garder en tête. Et dans l'application de la vie de tous les jours, vous verrez qu'il y a vraiment une perspective graduelle sur l'enrichissement de la donnée. Donc, ce qu'on conseille généralement, c'est de commencer avec ce qu'on a. Il est tout à fait possible de remplir en texte, de dire on ne sait pas, qui est vraiment au niveau 1. Et petit à petit, plus vous ferez des collectes en utilisant des outils comme Accès Libre Mobilité sur la base des définitions très fines et pertinentes du GTCNIJ, que vous pourrez enrichir vos données d'accessibilité. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut jamais commencer par le niveau 3, sauf si vous avez les informations. Mais voilà, il faut, tout comme un appartement, commencer à décrire le nombre de pièces. Et après, on s'intéresse à la couleur des murs. Pour typiquement l'accessibilité, donc on en a déjà parlé, on a effectivement un profil qui est dédié en France. Avec ce qui est intéressant dans le profil, c'est vraiment si vous allez dans l'annexe, un énorme cas de travail qui a été fait au niveau du GT7, mais surtout par Noémie Lehuibi de Jungle Bus, avec une annexe qui vient vous aider à remplir les attributs et qui est assez proche de ce que vous pouvez faire dans Netex et CNIJ. Donc, là où ça a été le travail inverse, c'est qu'on s'est basé sur la finesse de collecte des données qui est permise par par le standard CNIJ accessibilité pour ensuite reporter les informations dans les textes, sachant qu'en plus, la grande différence, ça veut dire que le CNIJ, comme il vous a été présenté, a été fait en français, donc c'est beaucoup plus parlant pour la collecte de données, alors que Netex, on n'a pas pu changer les balises, puisqu'il faut bien qu'elles puissent être échangées à l'échelle européenne dans les systèmes d'information, tout est en anglais. Donc on a essayé de faire vraiment cette passerelle quand l'outil Accès Libre Mobilité a été conçu et que le profil France dédié à l'accessibilité pour Netex a été élaboré puis modifié.
Vous avez aussi des exemples et de la documentation en Europe. Je vous ai mis les liens, vous pourrez les regarder. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que NetEx, ses profils, tout comme le standard CNIL accessibilité, sont des ensembles vivants. Donc, il faut pas voir ça comme quelque chose de complètement figé, mais c'est toujours à chaque fois que vous faites votre travail de collecte d'usage, il faut pas hésiter à nous remonter vos questions, là où on aurait manqué de clarté dans la documentation, voir des choses qui ne collent pas tout à fait à votre réalité pour voir comment nous, on peut faire évoluer ces éléments. Puisque on parlait des niveaux d'attributs de NetEx et qui sont repris dans la LOM, je vous les ai mis là avec les éléments de niveau 1. Je vous ai repris vraiment ce qu'il y a dans la norme, donc je ne vais pas vous le lire. C'était vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte, et c'est ce que je trouve le plus important, que dans NetEx, ce qui est tout à fait possible, c'est de dire on ne sait pas. On n'a pas l'information. Et parfois, c'est bien mieux de le mettre comme ça, puisque la personne qui se retrouve en situation de handicap, dans le calculateur d'itinéraire, elle sait qu'il y a un inconnu, qui est bien mieux qu'une information qui soit incomplète, par exemple. Voilà, donc il faut juste pas hésiter à utiliser ce champ-là quand on ne sait pas. Sur les autres niveaux, donc il y a des éléments de niveau 3 de NetEx, donc c'est une description assez fine, mais qui vont toucher par exemple beaucoup plus la présence de bandes d'éveil de vigilance, voilà, donc il faut avoir déjà décrit le cheminement ou le trottoir autour d'un arrêt ou un escalier pour savoir s'il y a des bandes d'éveil de vigilance. C'est important pour les personnes en situation de handicap, c'est pour ça qu'ils ont été repris dans l'arrêté. Dans le profil, ils sont surlignés en jaune, donc voilà, ils sont assez visibles. Euh, et si on a des éléments de niveau 3, c'est vraiment ce qui permet d'ensuite d'en déduire les éléments de niveau 1. Voilà. Dans la pratique, ce qu'on vous conseille, c'est forcément bon, de remplir à minima les éléments rendus obligatoires, mais aussi de vraiment commencer par vous poser les bonnes questions. Je sais qu'on le dit à chaque webinaire de présentation d'Accès Mobilité. Avant de se lancer dans la collecte immédiate, il est toujours bon de se poser les bonnes questions des ressources qu'on a, comment est-ce qu'on peut maintenir les informations pour bien vraiment calibrer cet effort de collecte, parce qu'on sait que ça demande du temps. Il n'y a pas enfin, personne ne va vous tomber dessus. Si jamais vous dites, bah, on ne peut pas le faire dans l'immédiat, et ça prend un peu de temps de bien définir comment on fait la collecte avant de se lancer dedans. Et encore une fois, voilà, les normes, les normes, la norme des textes, le standard niche accessibilité est là pour vous accompagner, et il ne faut pas que ce soit vu comme une fin en soi. C'est vraiment une manière de décrire les informations que vous avez ou que vous allez collecter. Petit extrait quand même de à quoi ressemble NetEx, puisqu'il a été pensé pour des systèmes informatiques. Donc effectivement, c'est du code informatique, mais vous voyez que finalement, même si c'est un fichier de type XML, c'est pas très compliqué à comprendre, si ce n'est que les balises sont en anglais, tel que je l'ai dit. Mais voilà, pour la Tour Eiffel, vous allez retrouver le nom de l'arrêt, sa localisation, donc latitude, longitude, le type d'arrêt. Donc là, on dit que voilà, il n'y a qu'un seul type de mode de transport qui s'arrête à cet arrêt-là, précisément autour de la Tour Eiffel. Et après, vous avez les éléments de niveau 1 qui décrivent l'accessibilité. Et vous voyez bien que quand ce fichier a été fait, on ne savait pas dire si on pouvait s'y rendre sans franchir de marche. On ne savait pas dire s'il y avait ou pas un escalator, de même pour un ascenseur. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible de publier ces données. Ça, je l'ai extrait des données qui sont publiquement sur le point d'accès national, de dire on ne sait pas. Voilà, mais on sait au moins que cet arrêt Tour Eiffel, il a cette latitude et longitude. Et ce qu'on sait, qui est vrai, c'est qu'il est accessible si vous êtes en fauteuil. Côté NetEx et manipulation des fichiers de données, puisque vous l'avez vu, c'est des formats XML avec des schémas de validation XSD. Donc ça va être plutôt côté développeur de logiciels, voir les personnes qui travaillent avec vous dans la DSI. Et vraiment, on va dire, c'est pour eux. Pour la grande majorité d'entre vous, je vous rassure, a priori, vous n'aurez pas à remplir ce genre de fichiers à la main. Mais ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser des outils de collecte et de gestion de données qui
qui existent, qui sont là, qui ont été conçus pour vous, notamment Acceli Mobilité, qui a été cofinancé par la DGITM et la DMA, où vous avez vraiment une interface usagée de remplissage des éléments et qui vous permettront ensuite d'échanger, d'exporter vos données sous un format XML, sachant qu'il existe aussi des outils pour passer d'un tableur à un fichier XML. Je suis en train de travailler sur un modèle de tableur et après que je me serai synchronisée avec Muriel, on verra si, comment vous le partagez si vous souhaitez utiliser ce genre d'outils. J'en ai fini avec ma présentation. Je rends l'écran pour pouvoir vous voir et répondre aux questions. N'hésitez pas. Ouais. Bah, merci beaucoup, Tuto. Donc, on voit c'est assez foisonnant. Il y a pas mal de choses. Alors, c'est pour ça qu'on essaie d'être assez pédagogique. Vos questions nous aident aussi pour nous, parce que à la Fabrique de mobilité, on est en train de travailler aussi sur un FAQ qui va être mis à disposition. Donc, il y a pas de questions bêtes, parce que en fait, si vous la posez, c'est que d'autres se la posent potentiellement. Donc, l'idée, c'est vraiment pas hésiter à le faire. De revenir vers nous. Il y a tout ce travail qui est en cours donc avec des collectivités qui sont en train d'expérimenter notamment l'outil Accès Libre Mobilité et donc qui testent cette double collecte voirie-transport sur un seul et même outil qui permettra donc d'exporter et comme c'est prévu et de les mettre sur le PAN. Donc ça c'est important. Attends, parce que je viens de poser des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Tuto et Arnaud ou Muriel, parce que on peut en profiter, ils sont tous les trois là. Bien sûr, nous, on continue la série de webinaires. Alors, attendez, je vais repartager mon écran. Julie, Oui, vas-y. nous avions le diapo un peu de synthèse Ah oui, bien sûr, je te la remets. sur CNIJ et NetText qui peut être utile pour voir l'interaction entre les deux. Bah, c'est bien celui-là, hein. Hop, je viens de le partager. On voit Zoom. Ah, vous voyez Zoom? Ah, il partage pas le bon écran, le petit coquin. Hop, c'est celui-là. Moi, j'avais une question, alors je ne sais pas si vous l'avez vu dans le chat. Attendez, Je suis en train d'y répondre. Donc oui, Ouais, le ok. ALM est déjà disponible. Donc ALM, l'Accès Libre Mobilité, est composé de c'est une suite logicielle. Donc il y a vraiment une partie web qui est complètement rodée, qui marche bien, que vous pouvez faire installer dans vos ressources informatiques et qui va permettre de préparer la collecte en allant chercher en interne les données déjà disponibles, les fonds de plan. euh, si vous avez un PCRS, ben, avec les infos du PCRS, vous avez déjà énormément d'informations. Mhm. Et ensuite, il y a une partie plutôt tablette qui, là, est en train d'être particulièrement améliorée pour gagner en efficacité et vraiment proposer de la collecte plus industrielle. Et elle sera, donc la version moins industrielle est déjà disponible, la version plus industrielle le sera début 2025. Et vous avez déjà possibilité de regarder le code source et la documentation associée. Les liens sont disponibles directement dans la page données d'accessibilité à outils. Accès Libre D'accord, Mobilité. d'accord. Ok, merci. Hop, Pour faire la transition, je te donc remets le effectivement, tableau. Hop voilà, là. avec la diapo, euh, juste pour faire la transition, l'outil Accéléré pour mobilité, vous le voyez donc en bas de l'écran et entre les deux colonnes, et c'est l'outil qui va permettre de faire le lien, parce qu'on vous a présenté séparément CNIJ et NetText, et vous pouvez vous demander, mais pourquoi deux modèles et quel est le lien entre deux. Donc, vous avez dans ce tableau déjà quelques caractéristiques particulières au standard CNIJ et à NetText, et en bas, donc, outil accéléré pour mobilité, donc symbolise le lien entre les deux. Aujourd'hui, il me semble que c'est le seul outil d'ailleurs qui permet de collecter et de produire des données conformes à NetText profil Accessibilité France. Pour ce qui concerne le standard d'un côté, donc il s'agit d'un standard de collecte, tandis que NetText sera plutôt utilisé pour la diffusion des données, mais il permet la collecte aussi, mais
Euh, mais je parle de diffusion parce que, en fait, pour revenir au standard CNIL, il est vraiment restreint à la collecte, mais ne se charge pas de la diffusion des données. Ça, ce sera vraiment du ressort de Netex. Une des caractéristiques également du standard CNIL, c'est qu'il manipule de l'information géographique. Hein, les informations sont localisées, on a des graphes topologiques, mais dont tous les éléments sont décrits géographiquement, en fait. Hein. Euh, vous avez tous les éléments qui décrivent, par exemple, la géométrie d'un tronçon de cheminement, ce qui n'est pas forcément utile enfin dans les textes, hein, quand on veut simplement euh, identifier la connexion d'un tronçon à un autre, indépendamment de sa géométrie. Donc, de ce fait, le standard CNIL définit plutôt un format d'échange géomatique, hein, qui s'adresse au système d'information géographique. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, il couvre les domaines voirie et espace public et l'accès aux établissements recevant du public et un peu le cheminement à l'intérieur des URP. Là où Netex s'intéresse aux mêmes éléments, mais en plus et surtout au domaine du transport. Voilà. Et puis, bon, je pense que Tuto vous a parfaitement expliqué la position de Netex en tant que norme pour la coordination européenne et internationale. Le standard CNIL, lui, est plutôt un standard franco-français, hein, qui est basé sur un groupe de travail de réflexion sur la collecte, sur l'exploitation des données d'accessibilité et en concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées. Voilà, donc ce tableau vous permet à la fois, je ne sais pas si Tuto, tu veux rajouter sur la deuxième colonne, sur les textes, mais ce tableau vous permet à la fois de voir l'interaction et la complémentarité et les différences entre ces deux modèles de données, qui sont absolument Peut-être. complémentaires. L'un ne peut pas exister sans l'autre finalement. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, la richesse des informations permises par le CNIJ, enfin, du standard CNIJ accessibilité, nous a vraiment permis, côté Netex, de faire des rajouts quand on a retravaillé le profil dédié à l'accessibilité côté Europe. Et inversement, comme l'a déjà dit Arnaud, au tout début du lancement côté CNIJ, il y a eu beaucoup d'inspiration de concepts qui existaient dans les textes, évidemment traduits en français. Donc, les deux se parlent. Quand on peut, on assiste l'un et l'autre au GT de l'autre pour en apprendre, pour toujours faire évoluer. Et je pense que c'est vraiment... euh, voilà, c'est un effort collectif qui a été fait de rapprocher la voirie du domaine des transports, puisqu'on se rend bien compte que pour l'usager en situation de handicap, il n'y a pas de frontière entre où s'arrête ma voirie et où commence mon offre de transport. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas pour certaines AO qui vont avoir des compétences mêlées. Pendant que tu parlais, Tuto, j'ai répondu à une question de Jérôme qui me demandait si les outils géomatiques n'étaient, enfin si, en fait, Accès Libre Mobilité était le seul outil permettant de faire ce lien. Alors, effectivement, à ma connaissance, aujourd'hui, du côté géomatique, hein, j'ai pas connaissance d'outils SIG qui permettraient de produire des données NetEx. Hein. Et donc, euh, et donc l'outil Accès Libre Mobilité, aujourd'hui, est vraiment le seul à permettre euh, et qui conjugue aussi les deux modèles, en fait. Hein. Il se base sur la collecte conforme au standard CNIJ et il va produire des données conformes au profil Accessibilité France de Netex. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, hein, les outils géomatiques ne permettront pas de le faire. Hein. Je pense aux outils d'Esri, par exemple, qui peuvent très bien se pencher sur la question et décider de produire du NetEx, mais aujourd'hui, très franchement, ce n'est pas le cas. Ils produisent peut-être, je l'ignore d'ailleurs, du GTFS, mais en tout cas pas du NetEx profil France, ça c'est sûr. Et à l'inverse, on a des outils dédiés à la collecte d'informations et à l'agrégation d'offres de transport qui permettent, enfin, de fait, de décrire de la voirie, puisque le concept de cheminement est commun aux deux. Et donc, dépendant de l'outil que vous utilisez, mais il y a effectivement des outils qui vous permettent de décrire tout le cheminement, par exemple dans une gare. Ça va être pareil entre deux arrêts de bus en voirie, puisque le concept de cheminement n'est pas propre à s'il est en intérieur ou en extérieur. Euh, et dans ces cas-là,
ils reprennent tous les attributs NetEx qui permettent de décrire finement l'accessibilité de la voirie qui ont été inspirés par le CNIJ. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse faire d'export GIS ou autre. On peut faire un export direct en NetEx, ça je sais. Euh, Vous nous envoyez un lien, Muriel, de UK Maps, c'est quoi? C'est Accès Libre Mobilité. C'est Accès Mobilité. En fait, avant que le Accès Mobilité s'appelle Accès Mobilité, les prestataires leur avaient donné un nom, histoire de savoir de quoi ils parlaient. Mais il n'a pas encore été renommé dans le code source, ça va bientôt l'être. Ça fait partie Dans le des dépôt, chantiers prévus dans le dépôt. dans le dépôt. Mm. Ok, super. Attendez, hop. Hop. Donc, moi, je reviens sur mon petit prêt à moi. Donc, donc, merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, parce que ça- personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé, mais je pense que toutes les personnes qui ont été là ont beaucoup apprécié la clarté de vos explications. Bien sûr, on repartagera tout ce qui a été diffusé pendant ce webinaire et normalement, il fera source pendant un petit moment, je pense, sur pour toutes les personnes qui s'interrogent sur le standard CNIJ et la norme NETEX dans le cadre de la collecte des données d'accessibilité. Pour continuer, donc aujourd'hui, on a fait donc ce premier webinaire sur la normalisation. On en a prévu deux autres sur donc le cycle de vie de la donnée et un autre sur les retours d'expérience sur ce qui est fait sur l'expérimentation de l'outil Accélim Mobilité dans les territoires pilotes, dont certains sont présents aujourd'hui. Donc, ça pourra intéresser les territoires qui souhaitent commencer une collecte dans les mois à venir et qui voudraient comprendre par quoi sont passés ces territoires pilotes. Et nous avons aussi un grand séminaire à la fin. Et donc, on va lancer un nouveau programme, Muriel, tu pourras peut-être en reparler, à partir de mai 2025, avec de nouveaux territoires qui vont monter aussi potentiellement sur ce projet. Et pendant ce temps-là, nous, avec les personnes qui sont dans la communauté de la collecte de données d'accessibilité, on est en train de, de- d'avoir deux groupes de travail thématiques. Un plutôt du côté de la collecte et donc des problématiques liées à la collecte de données. Donc il y en a un qui a eu lieu la semaine dernière et qui vont avoir lieu en trois séances sur lesquelles on va avoir des livrables avec l'idée de produire donc des livrables qui vont servir à tous, hein, pas seulement à ceux qui sont présents, mais c'est de réfléchir ensemble à ce qui est nécessaire pour toutes les collectivités et les AOM qui se posent des questions sur comment je mets en place ma collecte d'activité. Et on a aussi une partie, donc ça c'est la semaine prochaine, à la même heure quasiment, sur l'utilisation et la restitution des données. Donc ça c'est plutôt la partie qui se passe au niveau des calculateurs d'itinéraires régionaux, donc qui sont les récepteurs obligatoires normalement, enfin pas que, mais en tout cas eux sont dans l'obligation d'avoir ce type de données d'accessibilité. Et donc, il y a tout un chantier là-dessus du côté des AOM qui sont en charge de récupérer ces données pour les intégrer dans leur calculateur d'itinéraire avec plein de problématiques d'adapter les calculateurs d'itinéraire pour accueillir des données d'accessibilité, qui n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, vous allez avoir plutôt de l'information voyageur simple, hein, l'horaire, les noms des arrêts, mais il n'y a pas toutes ces... Donc, il faut faire évoluer ces calculateurs et donc il y a pas mal de questions, notamment sur ces sujets-là. Je pense qu'on peut s'arrêter là, à part si vous avez d'autres questions que j'ai loupées, parce que je vois plus mes questions. Et je vous remercie tous. On vous enverra un petit mail, enfin, si vous êtes inscrits avec tout ce qui était partagé. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tout ça sur le wiki de la Fabrique des mobilités qui est en cours de construction parce que il se nourrit de tout ce qu'on discute au cours de ces séances de groupes de travail et de webinaires et qui, je l'espère, permettra d'aider le plus possible toutes les collectivités qui ont ces chantiers à réaliser dans les mois, années à venir. Merci beaucoup. Julie, est-ce qu'on redonne le lien peut-être pour le GT de la semaine prochaine pour ceux que ça intéresserait, Hmm. vu qu'on est sur un thème proche, peut-être redonner le lien qui permet de recevoir l'invitation agenda?
Ok, bien sûr. Hop, hop, hop. Magique. En tout cas, Euh, merci à tous pour votre implication et c'est vraiment un chantier où chacun a un rôle à jouer. Les régions, parce que bah, c'est sur elles que repose le grand poids de donner l'information sur les moyens de transport disponibles et les modalités de leur utilisation. Aux prestataires de ces régions de développer et d'avancer dans leurs outils pour donner l'information de manière pratique et aux AO et aux collectivités et aux opérateurs de transport pour fournir la donnée alimentant ces calculateurs d'itinéraire. Donc, chantier à suivre et à développer. Oui, et vous Bientôt. avez vraiment des ressources de très très grande qualité dans chacun des domaines. Hein, là, vous en aviez deux côté transport et côté voirie, mais vous en avez auprès du PAN, du point d'accès national, pour vous aider à verser. Le PAN qui propose un mode de bac à sable pour verser les données, même lorsqu'elles sont incomplètes. Donc, n'hésitez pas. Hein, il y a une option bac à sable qui vient d'être ouverte cette semaine. Et on fera, Muriel, le concours du plus beau château de sable, Voilà, moi, c'est plutôt bonhomme de neige. Hein. bonhomme de neige. Très bien, c'est bien aussi. C'est très, très, très blanc Ouais. ici. Ah bah, les Yvelines, c'est la campagne. Oui, c'est la haute montagne aujourd'hui. Ouais. Ah, il n'y avait plus rien hier soir dans Paris, hein, à part le toit des voitures qui s'était perdu par là. Merci à tous. Merci. Ben, je vais... Merci, à bientôt. Merci, au revoir. À Merci. bientôt. Au revoir.